Et merci d'être là aujourd'hui et de nous rejoindre donc pour cette discussion. La Coalition internationale pour l'abolition de la maternité de substitution organise aujourd'hui une série de rencontres en lien avec la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Le sujet de ces rencontres et de ce webinaire est la gestation pour autrui comme cumul de violences faites aux femmes. Nous proposons 6 rencontres, dont 3 viennent d'avoir lieu en anglais, italien et ukrainien. La rencontre qui commence là tout de suite aura lieu en français et par la suite, nous aurons également des interventions en roumain et en espagnol. Nous sommes ravis et nous remercions Patricia Barlow d'être avec nous aujourd'hui. Patricia Barlow est gynécologue obstétricienne à Bruxelles. Elle se présentera elle-même plus et vous expliquera la position d'où elle parle, d'où elle s'exprime. Je vous remercie, Patricia, vous avez la parole. Bien, je vous remercie aussi de m'avoir invité, de me donner la possibilité de m'exprimer. Donc, moi, je suis obstétricienne, donc gynécologue dans une branche particulière où je m'occupe essentiellement, enfin, je m'occupe des femmes qui sont enceintes. La raison pour laquelle je me suis sentie concernée par cette problématique de GPA, en plus de plein d'autres problématiques évidemment qui concernent les femmes, ça a été vraiment le point qui m'a super motivée. C'est quand j'ai vu le dernier avis du comité d'éthique belge et j'ai eu un sentiment, non, c'est pas un sentiment, j'ai réalisé combien la grossesse était considérée comme quelque chose qui se passait toujours bien et qui avait vraiment une manière de tout à fait négliger toutes les problématiques qui pouvaient y avoir concernant cette grossesse. Euh, il y avait vraiment, j'ai trouvé que c'était une incroyable désinvolture où on scotomisait complètement toutes les problématiques. Il faut savoir que dans les considérations éthiques, et j'en reviendrai à la fin dans ma conclusion, une des conditions pour que quelque chose soit éthique au point de vue médical, c'est la non-malfaisance. Et donc, ils ont considéré que la grossesse pour autrui était non malfaisante parce qu'il n'y avait pas de risque pour les femmes ou un risque qui était tellement négligeable pour peu qu'on prenne des femmes qui sont en bonne santé et que donc, en fait, ils ont complètement évacué toute la dimension sur le risque médical. Donc aujourd'hui, je vais surtout m'exprimer en tant que médecin et en tant que représentant des complications possibles de ce que c'est qu'une grossesse, parce que manifestement, dans ce comité d'éthique, où il faut quand même signaler que il y avait évidemment un mixte d'hommes et de dames, mais que les seuls qui ont été entendus, c'était des médecins. Et c'est déjà le premier aparté que je vais faire, c'est que les médecins qui ont été entendus, ce sont des gynécologues, mais ce sont des gynécologues qui sont spécialisés en procréation médicalement assistée. Ce ne sont plus des gynécologues qui fréquentent les salles d'accouchement, et donc c'est vrai qu'ils ont une certaine distance par rapport aux pathologies et par rapport parfois à des véritables drames qui peuvent se passer dans une salle d'accouchement. Donc il faut savoir que la spécialité de gynécologie obstétrique est devenue extrêmement vaste et que maintenant, il y en a certains qui continuent à faire de tout, mais beaucoup d'entre nous sont devenus des surspécialisations, des surspécialistes, et c'est mon cas personnellement où j'ai fait une sous-spécialisation et je me suis spécialisée dans les grossesses. Et forcément, avec l'âge et avec l'expérience, je m'occupe plus particulièrement des grossesses qui présentent des complications. Donc comme ça, vous situez les raisons pour lesquelles je me suis embarquée dans la défense, dans la lutte contre la GPA. Donc, je voulais aussi commencer par quelques préliminaires pour bien situer mes propos. Bon, moi, j'aime beaucoup les enfants, j'aime beaucoup aussi les belles histoires. Je ne considère pas du tout que je sais parfaitement que la majorité des grossesses vont bien se terminer, que les femmes sont contentes et que les familles sont heureuses d'avoir des enfants et si on est là, c'est pour faire en telle sorte que tout se passe bien. Et donc, je ne voudrais pas non plus vous donner l'image de quelqu'un qui voit que systématiquement, tout est toujours dramatique. Malgré tout, entre dire que les grossesses sont dramatiques et dire que c'est facile et qu'il n'y a jamais de problème, il y a toute une distance qu'il faut absolument combler et pour lesquelles
Il ne faut pas que les gens qui prennent des décisions en disant une GPA c'est éthique soient ignorants de ce genre de problématiques. Donc, euh, j'ai 65 ans maintenant. Je suis juste retraitée, mais je continue encore évidemment à travailler un petit peu et à prendre soin de mamans qui ont des problèmes de santé. J'ai travaillé pendant 40 ans dans un service, dans un hôpital public qu'on dit de niveau 3, c'est-à-dire qui s'occupe de toutes les grossesses. J'ai supervisé presque 100 000 grossesses maintenant, donc je peux vous dire, donc ça représente une grande quantité. C'est important aussi parce que quand on fait une pratique localisée, ben souvent certains intervenants médicaux voient 20, 30, 50, 100 grossesses peut-être par an, et donc la fréquence des pathologies vraiment graves, elle ne va apparaître quand il y a un volume suffisant. C'est un hôpital public. Donc, comme c'est un niveau 3, ça veut dire qu'on a une énorme diversité. Il y a des grossesses tout à fait physiologiques, extrêmement faciles. Elles sont confiées chez nous à des sages-femmes. On a un système pyramidal dans lequel on monte en gradation sur la compétence des intervenants au fur et à mesure qu'on a de plus en plus de problèmes, que ce soit des difficultés psychologiques, économiques, sociales et évidemment médicales. Et c'est là que je me situe surtout. Donc, en fait, j'ai une vision, je pense, très, très complète de ce que c'est la maternité, avec tout son côté joyeux, heureux, facile, physiologique, mais aussi avec la partie sombre et de tout ce que ça peut représenter. Et je les regarde toujours mes copions parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qu'il faut dire. J'ai eu donc un souci constant d'apporter des soins, et notamment aux mamans les plus vulnérables, et donc d'apporter des soins à celles qui sont malades, pauvres, rejetées, immigrées, etc. Euh, Avec tout ça, j'ai été témoin de beaucoup de bonheur, mais aussi de beaucoup de souffrance. Et il faut quand même signaler que grossesse n'est pas toujours égale à félicité, bien au contraire. Je vois des mamans qui sont sous la contrainte reproductive, donc qui sont enceintes, qui ne le désirent pas, mais qui sont quand même obligées de garder leur grossesse, de patientes qui sont victimes de violences intraconjugales et autres types de violences sociétales, et on sait que pendant la grossesse, les violences intrafamiliales augmentent, de mamans qui vivent, qui ont peur, parce qu'elles ont vécu des choses difficiles, parce qu'on leur a raconté des choses terribles, de mamans qui sont en deuil, parce qu'il y a des fausses couches à répétition, parce qu'on a des fœtus qui meurent, de mamans qui sont confrontées à la maladie, qui vont être confrontées à l'handicap, de couples qui vont être extrêmement choqués, blessés devant la maladie future de leurs enfants, de mamans aussi qui sont atteintes de stérilité. Donc c'est une vision quand même qui n'est pas toujours rose, bien que quand même globalement, effectivement, je répète il y a beaucoup de choses positives dans les grossesses. Euh, Par ailleurs, je ne suis pas du tout homophobe. Je considère personnellement que deux papas peuvent parfaitement élever et former un couple parental parfait. Donc la problématique n'est pas du tout de l'ordre de principes comme ça, idéologiques sur il faut un papa et une maman. Euh, et je serais tout à fait prête aussi à méditer pour qu'on fasse une réforme des lois sur la parentalité, et notamment sur la possibilité d'avoir des parentalités multiples, parce qu'aujourd'hui, dans notre société, on voit qu'il y a des couples, enfin des familles recomposées, et il y a beaucoup d'adultes qui prennent soin et qui ont des responsabilités et des devoirs vis-à-vis d'enfants sans en avoir la possibilité d'avoir des droits. Et je pense que donc il serait temps de pouvoir modifier ces différentes lois. Alors, je voudrais encore faire un petit aparté sur le fait que dans mon hôpital, on pratique, il y a l'équipe de procréation médicalement assistée pratique à la conception de certaines grossesses pour autrui. Je voudrais quand même insister sur le fait que, bien que je ne sois pas pour la GPA, je pense qu'il peut y avoir de la place pour des espèces de petites niches, de grandes exceptions. Et je sais que mes collègues qui font ça, ils sont soucieux de la souffrance majeure de femmes qui ne peuvent pas concevoir, qui font ça avec une extrême prudence, qui font ça dans une énorme crainte et qui font ça de façon extrêmement rare. Donc, je ne veux pas tout condamner aujourd'hui, parce que comme il n'y a pas de loi,
ce genre de pratique, mais pour dire que si elle doit un jour exister, ça doit être une niche exceptionnelle et non pas des choses qui sont en train de se répandre comme ça, avec une certaine facilité. Et on voit commencer à apparaître des mamans qui sont exportées de l'étranger pour venir accoucher contre généralement pas du tout une fortune, mais quelques monnaies de dédommagement pour des couples qui ont fait ça de manière pas du tout euh, on va dire, en tout cas, certainement pas de façon éthique ni morale. Bon, donc pour moi, une grossesse est un événement extrêmement important dans la vie d'une femme et je vais rentrer dans le vif du sujet en décrivant toutes les difficultés que rencontrent les femmes enceintes. On va peut-être commencer par les plus graves et non par des faits. Des faits, c'est sur la mortalité. Et donc, ça étonne encore les gens parce qu'aujourd'hui, dans nos pays, la mortalité maternelle est devenue presque anecdotique. Elle reste quand même, donc on donne souvent des chiffres de l'ordre de 10 pour 100 000 naissances. Euh, quand on fouille bien et qu'on fait des bons relevés, ben parfois on monte quand même jusqu'à 20 pour 100 000 naissances. Une maman on estime que la mortalité maternelle, donc ça recouvre la période pendant toute la grossesse, autour de l'accouchement et aussi pendant la première année de vie après l'accouchement. Et c'est là que parfois les statistiques font défaut et que tout n'est pas toujours bien relevé. La mortalité maternelle est divisée aussi en deux catégories. Il y a les mortalités maternelles directes, c'est-à-dire que vraiment on meurt de complications qui sont directement liées à, à l'accouchement. Et là, les grandes causes, c'est l'hémorragie, c'est la prééclampsie, qui est une maladie qu'on développe où on fait beaucoup d'hypertension, et c'est les infections. Ça reste les trois grandes causes de mortalité maternelle directe. Mais il y a aussi toute une panoplie de mortalité maternelle indirecte qui sont relevées qui sont reliées à la grossesse parce qu'on sait que parce que la femme a été enceinte, ces pathologies sont plus fréquentes. Et donc, il y a comme ça les femmes, si vous avez 30 ans et que vous faites la grippe, si vous êtes enceinte, vous risquez plus de mourir que si vous n'êtes pas enceinte. Euh, si vous êtes... et puis, il y a des pathologies qui sont plus fréquentes quand on est enceinte, par exemple la dépression. Et donc, aujourd'hui, la deuxième cause de mortalité maternelle en France, c'est le suicide. Donc, ce n'est pas les hémorragies, là, on est bien au taquet pour pouvoir les régler, mais c'est le suicide. Ceci dit, il y a toujours cette espèce d'illusion que la grossesse est un événement naturel et que donc, bah, il n'y a pas de souci. Euh, Moi, j'ai vu, maintenant, tout à fait récemment, j'ai lu les statistiques, il y a des données sur la mortalité maternelle en Afghanistan dans les zones de campagne reculées. Donc, il faut se dire que là, on est dans une situation où il n'y a aucune aide médicale, rien. Eh bien, on monte à 5%. Donc, une femme enceinte a une chance sur 5 de mourir 5%, excusez-moi, une chance sur 20 de mourir en couche si jamais elle est enceinte quand il n'y a aucune aide médicale. Donc c'est pour dire que ça, c'est dans les conditions naturelles. Que donc la nature, elle n'est pas si gentille que ça. Et donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on arrête de penser que la nature va faire en telle sorte qu'on va accoucher bien. Alors c'est clair que nos femmes sont peut-être en meilleure santé que la maman afghane, mais n'empêche que c'est aussi un être humain qui compte autant que nos mamans. Et donc la pathologie, elle existe et c'est grâce à l'intervention médicale et au bon soin global de notre société qu'elle a pu diminuer chez nous. Alors, ce qui n'empêche pas que derrière chaque femme qui meurt, il y a à peu près une centaine de femmes qui ont failli mourir. Donc, et ces femmes qui ont failli mourir, il faut penser quand même au traumatisme de ce que ça va représenter pour leur corps, pour leur physique, mais aussi pour leur mental. Donc, globalement, on estime en Belgique qu'à peu près dans 1% des cas, il va arriver un événement qui va mettre vraiment la vie de la femme en péril et qui fait qu'elle va se retrouver aux soins intensifs. 1% des grossesses. Et alors, données supplémentaires qu'il faut vraiment, sur lesquelles il faut vraiment insister, c'est, donc là, je parle maintenant plus des mamans qui meurent, mais je parle des mamans qui sont gravement malades. Et donc, de nouveau, c'est toujours les mêmes mêmes maladies, hémorragie, prééclampsie et infection. Il y a une étude toute récente qui vient de sortir qui a reporté, qui a comparé la fréquence c'est ce qu'on appelle la morbidité maternelle sévère
chez les mamans, chez les mères porteuses par rapport à des mères qui ne sont pas, qui portent leur propre enfant. Et on a constaté que cette morbidité maternelle sévère, elle était 3 fois supérieure. Donc, c'est pas du tout. Alors, c'est extrêmement choquant, parce que comme on nous dit toujours, oui, mais on ne va faire de la GPA que chez des femmes qui sont en parfaite santé, on aurait dû normalement s'attendre à voir une diminution de la fréquence de ce genre de pathologie. Alors, une des explications, quand ils ont été fouillés dans les raisons, c'est qu'ils ont constaté que les mères porteuses avaient tout un ensemble de facteurs de risque plus importants que les mères naturelles. Je ne sais pas comment il faut dire, enfin, les mères qui font des bébés pour elles. Euh, et notamment, elles étaient plus vieilles, elles fumaient plus, elles avaient eu plus de césariennes, enfin, elles étaient plus grosses, elles étaient plus souvent hypertendues. Enfin, je veux dire, il y avait comme ça toute une série de facteurs de risque supplémentaires. Or, ça se passe au Canada. Ça se passe au Canada et normalement, il se fie à des règles et là aussi, il y a des décisions qui ont été prises qui font que n'importe qui ne peut pas être mère porteuse. Donc, vous voyez déjà que ce concept qui dit on va prendre des femmes en bonne santé, et donc, du coup, le risque sera vraiment négligeable. Eh bien, en fait, ça ne tient pas la route. Alors, pourquoi est-ce qu'on finit par prendre quand même comme candidat mère porteuse des mamans qui ne sont pas en parfaite santé? C'est probablement parce qu'il n'y en a pas assez. Et que donc, devant la pauvreté des candidates, eh bien, on finit par céder, par prendre des gens qui sont un peu trop gros, un peu hypertendus, un peu ceci, un petit peu cela. Et donc, on se retrouve avec une explosion des pathologies. Mais même quand on a nivelé, qu'on a pris, ils ont fait des statistiques dans lesquelles ils ont corrigé les facteurs de risque, l'âge, le tabac, l'hypertension, l'obésité, on continue à avoir une morbidité maternelle sévère plus importante chez les mères porteuses. Et une autre explication, c'est qu'en fait, la mère porteuse, elle va porter un enfant enfin, un fœtus qui ne lui est pas du tout apparenté au niveau génétique, puisque dans l'idéal, hein, puisque on considère que ça c'est l'idéal, c'est l'ovocyte d'une autre femme ou l'ovocyte de la mère commanditaire et le sperme du père commanditaire qui est le fruit de la conception qu'elle porte dans son ventre. Et on sait qu'à ce moment-là, il y a un conflit immunitaire, que c'est comme une greffe totalement étrangère et qu'il y a une augmentation du risque de pathologie. On voit ça aussi chez des femmes qui bénéficient d'un don d'ovocytes. On voit aussi une augmentation des pathologies. Donc, en fait, c'est tout à fait faux de croire que les GPA vont toujours bien se passer et qu'il n'y aura pas plus de pathologies. Alors, je regarde encore toujours mon petit copion pour voir si je n'oublie rien dans toute la litanie de toutes les complications. Euh, il y a euh, oui, il y a aussi quelque chose que je voulais vraiment insister. Oui, alors on va parler maintenant un petit peu de ce qu'on dit de façon très méprisante. On va parler de la bobologie, hein. Ça veut dire que de toutes ces misères, petites misères, alors on dit petites misères parce qu'en fait, bah, c'est presque le lot de toutes les femmes, qu'en fait, on ne va pas en mourir, qu'en fait, heureusement, souvent, ça va s'arranger après la grossesse, mais ça pourrit quand même la vie de la plupart des femmes enceintes. Et donc, toutes celles qui ont déjà été enceintes, sauf quelques-unes qui ont eu la chance d'avoir des grossesses impeccables, savent qu'on va devoir affronter des nausées, des vergetures, des varices, des hémorroïdes, parfois des vomissements, des lombalgies, et toute une série d'augmentations, d'infections bénignes, comme des infections urinaires, une grippe peut-être, enfin, une exacerbation de tas de problèmes de santé. Donc, voilà, c'est vraiment le quotidien. Et dans mon quotidien d'obstétricienne qui reçoit des femmes enceintes, je peux vraiment affirmer que 9 femmes sur 10 qui rentrent dans mon cabinet vont commencer par se plaindre de tas de choses pour lesquelles, ben, en fait, globalement, on ne peut pas faire grand-chose. Heureusement, ça ne va pas les tuer et on ne peut que leur dire courage. Et donc, les femmes sont courageuses et vont maintenir ce, ce, vont continuer à rester courageuses et à exprimer quand même de la satisfaction par rapport à leur grossesse, mais ce n'est pas pour ça qu'elles ne sont pas en difficulté.
La preuve aussi qu'une grossesse est difficile, c'est ne fût-ce que toutes les cultures et toutes les sociétés, et même au niveau de la législation, on adapte des législations parce qu'on sait qu'une femme enceinte va être plus fragile, qu'elle va être plus en difficulté, et on lui donne des droits pour pouvoir se aménager son temps et son temps de travail ou son temps familial. On sait aussi qu'une grossesse, ça ne va pas impliquer que la femme qui est enceinte, ça va impliquer non seulement la société en termes financiers, en termes d'aménagement au niveau du travail, mais aussi toute la famille. Et le premier qui va être concerné, évidemment, ça va être le compagnon de la dame qui va devoir travailler plus, prendre plus en charge les autres enfants, que les autres enfants seront peut-être constamment confrontés à une maman fatiguée, qui sera moins disponible, qui sera moins présente pour eux, et dans les cas les plus graves, qui pourraient même être hospitalisés et donc absents totalement de l'aménagement de la famille. Il peut y avoir des sacrifices aussi, comme le fait de ne plus pouvoir avoir de relations sexuelles parce qu'il y a des complications au niveau de la grossesse. Donc ce sont des choses qui sont très... qui impliquent vraiment énormément de choses et qui sont loin d'être négligeables. Alors pour terminer, bah, les choses ne s'arrêtent pas au moment après l'accouchement, hein. On sait bien qu'il reste le fameux quatrième trimestre de la grossesse, dans lequel la dépression est peut-être présente de façon tout à fait dramatique. Et puis, il peut y avoir des séquelles de l'accouchement plus ou moins graves, et surtout, euh, euh, je veux dire, éventuellement définitifs. Donc, je veux dire à peu près peu de femmes ne pourront se vanter de ne pas avoir été un peu quand même abîmées par la grossesse. Je veux dire, notre continence, la qualité de notre ventre, de nos seins, tout va être altéré par la grossesse quand il n'y a pas eu des cicatrices de césarienne et parfois des choses encore beaucoup plus graves qui peuvent arriver par la suite. Donc, on n'est plus les mêmes après, on ne sera peut-être plus jamais la même après, et donc ce ne sont pas des choses de nouveau qui vont s'arrêter. C'est pas un travail qu'on fait en une journée et puis, et puis c'est fini. Alors, il y a encore d'autres choses dont je voudrais parler. C'est que dans notre pratique obstétricale, pour limiter parfois quand des pathologies très graves arrivent, on est parfois amené à devoir arrêter les grossesses. Arrêter la grossesse, ça peut être de faire un avortement thérapeutique, hein, quand la maman est extrêmement malade ou quand on découvre des malformations très sévères chez le fœtus. Mais ça peut être aussi d'arrêter la grossesse avant le terme et donc de déclencher un accouchement prématuré. On fait ça parfois dans l'intérêt de l'enfant, parfois dans l'intérêt de la maman, heureusement souvent dans l'intérêt des deux, parce que si la maman commence à aller mal, le fœtus va aller mal aussi. Mais parfois, c'est dans l'intérêt de la femme. Et donc, dans ces cas-là, si jamais ben, alors, en général, quand même, la femme qui est enceinte, elle va vouloir tout pour le meilleur pour son fœtus. Et donc, ça va être des discussions difficiles dans lesquelles on va se dire, eh ben, on va essayer de tenir encore une semaine ou deux pour essayer que l'enfant sorte d'une période de prématurité sévère. Parce qu'il faut savoir que plus le fœtus est prématuré, plus il risque de mourir ou d'avoir des séquelles après, tout en sachant qu'on prend un risque pour la mère. Mais moi, je voudrais bien savoir, quand on est face à une GPA, que ce qu'on fait, est-ce qu'on on est éthiquement en droit de prendre le moindre risque pour la femme au bénéfice du fœtus qui n'existe toujours pas légalement, puisque c'est un fœtus, mais qui est le projet d'un autre couple qui, lui, n'est pas du tout concerné et ne prend aucun risque médical dans cette grossesse. Et donc, ce sont vraiment toutes des choses éthiques. Et donc, souvent, les gens pensent que les choses sont toutes noires ou toutes blanches, mais souvent, en médecine, tout est gris. Et donc, en fait, est-ce qu'on doit arrêter la grossesse? Est-ce qu'on peut continuer la grossesse? Quel risque est-ce qu'on prend pour l'un ou pour l'autre? De la même manière, quand on tombe sur des malformations chez le fœtus, ben, il y a des malformations extrêmement sévères qui ne sont pas viables. Et donc, je veux dire que la discussion, on arrête ou on continue la grossesse, à la limite, ça n'a pas beaucoup d'importance. Il y a des malformations tout à fait bénignes. Là, on est presque tous unanimement d'accord pour dire que ça n'est pas grave. Et puis, il y a toute une zone grise dans laquelle ça va être compliqué. Et donc, je veux dire que peut-être que le couple commanditaire va dire, nous, on n'en veut pas, mais peut-être que la mère porteuse va dire, mais non, mais moi, je ne veux pas me faire avorter pour ça. Je me sens déjà habitée. Donc, tout ça, ce sont des choses
dans lesquels, en fait, on a l'impression bah, en tout cas, le comité d'éthique n'a vraiment pas beaucoup pris en compte toutes ces problèmes. Euh, je voudrais dire évidemment qu'en plus, ben, il y a évidemment une troisième personne qui est en jeu dans cette histoire, c'est le futur enfant, euh, et que par rapport à lui aussi, euh, il y a pas beaucoup dans le comité d'éthique, on n'a pas beaucoup parlé de sa parole, de ses volontés, et du risque aussi qu'on prend pour lui. Il y a plus d'enfants prématurés dans les grossesses GPA de l'étude en Ontario que dans une grossesse naturelle. Et la prématurité, ce n'est pas quelque chose de négligeable non plus. Euh, enfin, ce que je voulais dire, c'est que si on veut essayer d'apparenter ça à un travail comme un autre, je crois que je ne connais pas beaucoup de travail qu'on fait qui représente un tel aléa. Donc, en fait, on ne sait absolument pas dans quoi on s'engage. Et donc, il y a des femmes qui ont des grossesses très faciles, mais une grossesse n'est pas l'autre. J'ai vu des patientes qui avaient eu un, deux, trois enfants, et puis le quatrième, la grossesse a été un enfer sur Terre, alors que rien ne pouvait le prédire d'avant. Beaucoup de pathologies, d'ailleurs, en obstétrique arrivent chez des gens qui n'ont pas de facteur de risque. Et donc, il y a aussi quand même il faut rappeler quelques chiffres. Il y a 5% des fœtus qui présentent une malformation sévère. Il y a au moins 20% des patientes qui vont devoir subir une césarienne, dont dans la moitié des cas, une césarienne en urgence, ce qui est quand même un traumatisme aussi au niveau au niveau du vécu, et 1% qui termineront aux soins intensifs. Donc, j'espère que je ne vais pas faire peur à tout le monde et qu'on ne va pas encore avoir moins de bébés dans les années qui viennent, mais ça fait quand même partie de réalité. Et donc, je voudrais conclure maintenant en rappelant ce que c'est que l'éthique médicale. Donc, il y a 4 points pour dire que quelque chose est éthique au niveau médical. Il faut qu'il y ait de l'autonomie. Et donc, là, ils ont balayé le problème en disant qu'il n'y aura pas d'intérêt financier. Oui, je voulais aussi rappeler que dans mon hôpital, la GPA, les médecins qui font ça, ils sont payés, on est des médecins salariés, et donc ils n'ont aucun intérêt financier à faire ce genre de pratique. Et que donc on ne va pas le faire pour de l'argent, encore qu'il y a un dédommagement possible, et que peut-être que pour certaines femmes, le montant de ce dédommagement est une somme très considérable par rapport à leur quotidien, parce qu'on voit quand même, enfin, surtout au niveau mondial, que c'est comme des femmes pauvres qui font ça. Et elles vont le faire par altruisme. Et là aussi, on peut quand même se poser la question de se demander d'où vient tout d'un coup ce sentiment qu'on doit être altruiste et faire des bébés pour les autres, et surtout quand c'est pour quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et il y a aussi, par rapport à ce truc d'autonomie, une notion je suis libre de faire ce que je veux avec mon corps, et donc c'est quelque chose, en tout cas, que en tant que femme, j'ai envie de dire oui, et en tout cas, c'est pas un homme qui va dire ce que je vais faire avec mon corps, c'est moi qui peux décider, mais on sait qu'en fait, ça c'est quand même un leurre, et qu'en fait, on n'est absolument pas libre de faire tout ce qu'on veut avec notre corps, on ne peut pas aller courir tout nu dans la rue, et puis qu'il y a des gens qui effectivement, ça n'est pour moi pas du tout non plus un combat féministe, parce qu'il y a des hommes aussi, enfin des hommes au sens masculin du terme, qui décident de faire n'importe quoi avec leur corps, d'aller monter sur l'Everest pieds nus, ou des choses comme ça. Mais en fait, on sait que tout ça, c'est quand même un leurre, parce que ben, la société est quand même toujours là pour nous récupérer, pour nous aider quand les choses ne vont pas bien. Donc, cette notion de dire je suis libre et je fais ce que je veux avec mon corps, et puis pourquoi est-ce qu'on veut ça? Est-ce qu'on n'est pas déjà quand même influencé? euh, alors, on peut être influencé par notre famille, par notre culture, mais maintenant aussi par les réseaux sociaux, qui pourraient très bien lancer la mode, que c'est tellement sympa et c'est tellement fun de faire un bébé pour quelqu'un d'autre. Donc ça, c'était l'autonomie. Alors, euh, la bienfaisance. Le deuxième point, c'est la bienfaisance. Et bon, on peut quand même considérer que de fabriquer un bébé, bah, c'est quand même quelque chose de plutôt bienfaisant. On n'est pas en train de fabriquer un missile nucléaire à portée intercontinentale. Donc, OK, on est bienfaisant en faisant de la GPA. La non-malfaisance, je viens de longuement vous en parler. Et pour moi,
non, on n'est pas, en tout cas, on n'est pas dans le primum non nocere et on fait prendre un risque qui n'est pas négligeable à la mère porteuse et rien qu'en tant que tel, pour moi, c'est pas une pratique qui est éthique. Et en tout cas, ce n'est pas au médecin à devoir décider si oui ou non elle peut se pratiquer. Et alors, en fait, le dernier point, c'est aussi la justice, c'est-à-dire que c'est éthique s'il y a un accès pour tous. Et donc, en fait, le comité d'éthique a décidé que, enfin, a émis en tout cas l'avis que oui, ça devait être réservé en cas où la femme commanditaire ne sait plus porter de bébé, parce qu'elle n'a plus d'utérus ou parce que son utérus est non fonctionnel, et donc pas pour des raisons sociales, et puis que ça devait pouvoir être accessible pour tous les hommes, puisque eux, ils n'ont pas d'utérus. Que ce soit un couple gay, ou bien que ce, homosexuel homme, ou bien que ce soit un homme célibataire. Et donc, je reviens avec la problématique de se dire que si on veut que ce soit un accès pour tous, donc si les- tous les couples hommes homosexuels ou tous les hommes célibataires qui n'ont pas envie de s'encombrer d'une compagne décident veulent avoir un enfant de leur propre gène avec de la grossesse pour autrui, c'est qui va être les candidates. Et donc, je rappelle que donc ils ont trouvé qu'il fallait des femmes qui avaient déjà leur quota d'enfants, qui avaient moins de 40 ans et qui étaient en parfaite santé et qui allaient faire ça par altruisme, sans aucun bénéfice, avec effectivement un compagnon, un environnement, une famille, enfin tout le monde qui trouvait que c'était bien de faire ça. Et j'attends de voir le nombre de candidates possibles pour ce genre d'aventure. Voilà, j'ai fini. Je vous remercie. Merci beaucoup Patricia. Et j'aimerais juste rebondir. Je vois qu'il y a 4 commentaires qui vous ont été adressés. Merci de ce rappel des principes de l'éthique biomédicale Beauchamp et Childress qui sont ô combien importants. Alors juste pour rebondir, ce principe de justice, si l'accès est admis pour tous les hommes, pourquoi à la pratique en Belgique, si je comprends bien, la position donc du comité d'éthique belge consisterait à dire l'accès à la pratique doit être permis à tous les hommes. Dans un deuxième temps, il disait pas dans un deuxième temps, il n'y avait pas de raison pour que ce ne soit pas le cas. Voilà. Mais pourquoi dans ce cas, pour les femmes, ça serait conditionné de leur capacité individuelle à porter une grossesse et pourquoi ne pas l'ouvrir à toutes les personnes? Alors, je pense que leur argument, c'est parce que les femmes qui ont un utérus, elles ont qu'à utiliser leur utérus. Voilà. Tu ne te prêteras pas une auto si tu as une auto. Mais les hommes peuvent le faire Ah oui, alors qu'aucun homme ne peut faire d'enfant tout oui, oui, seul. Donc en oui. fait, Donc, ça serait une il y a injustice. effectivement un déni d'ordre biologique. Mais comme ils n'ont pas d'utérus, les pauvres, ils ne savent pas avoir d'enfant. Donc les femmes leur sont redevables. Dans la société belge, on estime que le comité national d'éthique Oui, belge en fait, estime que les femmes en Belgique doivent fournir un certain nombre de alors, ils n'ont femmes pas dit ça comme altruistes. ça, mais ils ont dit qu'ils trouvaient que ce n'était pas, c'était éthique si jamais on trouvait des femmes altruistes qui se portaient candidates pour aider un homme qui souhaitait avoir un bébé et qui n'avait pas de compagne, puisque lui, il n'a pas d'utérus. Enfin, Très bien. c'est ce qui est écrit. Voilà, alors il disait que ce n'était pas dans un premier temps, mais que c'était quelque chose qui était tout à fait envisageable. Et le principe de bientraitance, s'il y a autonomie, non-maltraitance, bientraitance, justice. Bienfaisance, non-malfaisance, oui. Non-malfaisance. Ouais. Et le principe de bientraitance, comment peut-il être appliqué à l'enfant avec tout ce que vous avez présenté concernant notamment les risques connus des grossesses obtenues par Alors, insémination artificielle au sens large du terme? on va se dire que enfin, je me mets à leur place, je me dis que donc le but de tout ça, c'est d'avoir un enfant et qu'aujourd'hui, on ne peut quand même pas dire que le fait de vouloir avoir un enfant, c'est de la malfaisance. C'est plutôt quelque chose qui est bienfaisant. Hein. Je veux dire, c'est pas. D'accord. Voilà. Très bien, merci, merci beaucoup. Je vais regarder les commentaires ou les questions qui ont été Ouais, formulées dans la rubrique de questions. Je les reprends dans l'ordre. C'est des commentaires qui vous sont adressés par la même personne. Beaucoup des femmes donc sont dépressives après leur accouchement. Celle à qui l'enfant est enlevé doit être plus exposée à se retrouver en situation dépressive.
Je pense que les clients et les tireurs caisses se fichent des complications des femmes enceintes, comme pour les maîtres et pour leurs esclaves. Commentaire suivant, le comité d'éthique en France s'est positionné contre la GPA. Effectivement, et je le rappelle, en France, le comité d'éthique, dans son avis numéro 126 de 2017, s'est positionné de manière à l'unanimité contre la gestation pour autrui, qu'ils disent être une violence faite aux femmes. Et ensuite, donc, Catherine dit, je suis libre de faire ce que je veux de mon corps, disent les violeurs. Enfin, un commentaire ou une question de Colette. Qu'est-il préconisé au niveau du suivi psychologique des mères porteuses en Belgique, donc? Alors, Voilà. je sais qu'elles sont vues par une psychologue avant et je pense que cette psychologue continue et je peux juste parler de ce qui se passe dans mon hôpital. Et donc, il y a une psychologue qui les rencontre avant, qui appartient à l'équipe de procréation médicalement assistée, chose que moi j'ai déjà dit que je trouvais qui était un peu euh, il pouvait y avoir un conflit d'intérêts, hein, que ce n'était pas tout à fait normal que ce soit Mais bon, c'est une très chouette personne, hein, donc je veux dire, et puis il y a un psychiatre aussi, et donc ces gens continuent à rencontrer les mères porteuses après. Mais euh, Donc, c'est les combien mêmes dans qui les votre rencontrent hôpital? avant et après. Oui, 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 oui. Et alors, pendant combien de temps? Ben, ça va être le temps que sans doute la mère porteuse se souhaite. Mais je pense aussi donc c'est vraiment. Alors, on me demande combien. Je pense que c'est pas une par an, hein. Ah oui, c'est moins de une par an? Dans mon hôpital, oui. D'accord. Hein, je crois que c'est vraiment quelque chose. Ce sont des choses anecdotiques. Et alors, on essaie d'en faire des belles histoires. Je crois qu'effectivement, il y a peut-être la place de temps en temps pour une très belle histoire d'une sœur qui sauve sa sœur. Enfin, des choses. Oui, comme les pères qui se jettent dans le feu pour sauver leur enfant, enfin, je veux dire des choses. Voilà, mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas. On sait très bien ce qui va se passer aussi si jamais on ne met pas le haut là à ce genre de pratique, quoi. C'est ce qui se passe déjà à l'étranger. Est-ce que vous avez connaissance de femmes étrangères qu'on aurait amenées à accoucher en Belgique? Parce que Alors, nous, à la SIAMS, on a eu connaissance de oui, situations de ce type qui nous ont été soit relatées par des personnes absolument. qui ont eu connaissance directement, soit... Alors, donc voilà. de façon officiellement, là, oui, il y en a eu une récemment, euh, et on était extrêmement mal à l'aise. Mais donc cette femme, je veux dire, euh, on avait, il y avait certains d'entre nous qui avaient envie de dénoncer l'histoire, mais on va dénoncer, mais alors on fait quoi? Enfin, on est complètement, oui, ça je vous le dis aussi, on est complètement piégé. La femme, elle est là, elle va nous supplier de se taire, elle veut juste se débarrasser de ses fœtus et puis rentrer dans son pays en bonne santé avec l'argent, hein, qui a été promis. Mais on peut on va la dénoncer, enfin, qu'est-ce qu'on va faire? C'est trop tard. C'est pas là qu'il faut agir. On ne va pas agir au niveau des maternités, il faut évidemment agir de manière tout à fait en amont. Euh, et alors, il y a certainement eu d'autres cas, mais en fait, ça ne se dit pas, hein, tu ne le sais pas. Tu as une femme qui accouche, une femme sans futur père qui accouche, et puis il y a un homme qui va reconnaître l'enfant à la commune euh, après la naissance, et puis cette mère va... Enfin voilà, il y a des choses qui se passent après l'accouchement et que nous, on ignore complètement. Je vous pose la question parce que juste avant votre intervention, donc c'est Maria Dmitrieva qui est intervenue, qui vit en Ukraine, qui est une activiste pour les droits humains et pour les droits des femmes ukrainiennes. Et on sait avec Maria, mais aussi par ailleurs, qu'il y a des femmes ukrainiennes. Et d'ailleurs, il y a des cliniques ukrainiennes qui, aujourd'hui, 2024, proposent de déplacer les femmes des femmes ukrainiennes qui font des GPA, de les déplacer, notamment à Bruxelles, Mhm. pour qu'elles y accouchent. Donc la question se pose aussi en termes bien sûr de protection des femmes, quelle est leur connaissance du français, enfin dans quelle mesure une femme qui arrive comme ça du jour au lendemain peut être accompagnée. Alors, on a une traductrice russo-ukrainienne, hein, qui travaille de façon très active chez nous, donc, et surtout depuis qu'il y a la guerre en Ukraine. Mais donc, nous, on est totalement incapable au moment de l'accouchement. Donc, quand même, comme il y a un couple commanditaire, cette femme va venir, elle va être prise en charge par le couple commanditaire qui va généralement la faire suivre plutôt dans des structures privées. Et donc, elle va venir sans doute juste pour accoucher.
et sous le couvert parfois de réfugiés ukrainiennes. Donc, je veux dire que là, nous, on est totalement incapable de déterminer si c'est une GPA ou pas. Voilà. Après 2 jours, les gens rentrent à la maison avec leur bébé et puis on n'a pas de contrôle là-dessus. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles certains ont dit il faut légiférer. Voilà, mais il ne faut pas légiférer dans le sens qu'il faut le permettre, il faut légiférer dans le sens qu'il faut l'interdire. Alors ça, c'est mon point de vue personnel, c'est-à-dire qu'il faudrait pouvoir déposer auprès de la justice des demandes exceptionnelles pour aller, on- pas dans le sens de la loi, mais en fait, la loi doit interdire cette pratique. Elle ne doit pas l'autoriser, même avec des conditions tellement restrictives, mais il faut que la loi, à ce moment-là, s'assure que ces conditions ont été respectées. Moi, je ne sais pas voir s'il n'y a pas eu des échanges d'argent, je ne sais pas voir si la femme est vraiment consentante, tout ça, je ne sais pas voir si... enfin, tout ça n'est pas... voilà, et puis, ça va Justement, le évidemment... principe d'autonomie, quand il s'agit de femmes étrangères non francophones ou de femmes qui sont en Belgique ou à Bruxelles depuis peu de temps, la question peut se poser. C'est-à-dire qu'on entend la pratique mise en place dans votre hôpital depuis avant la grossesse, l'installation, ouais. Mais pour ce qui concerne des femmes étrangères, on peut vraiment se questionner oui. sur Donc, l'ensemble des principes, mais à partir du principe d'autonomie, c'est... c'est complètement bien entendu. C'est complètement illusoire. Et ces femmes sont généralement sous emprise et ne voudront surtout pas dénoncer le couple commanditaire. Elles sont sous emprise elles-mêmes. Elles ont peut-être même pour menace, dans certains cas, leur famille au pays. Enfin, je veux dire, puis il y a des contraintes financières qui font qu'elles se tairont. Elles ne vont pas dénoncer le couple commanditaire. Bien évidemment, et l'objectif de personne, je pense, ce n'est de mettre la femme en danger ou d'augmenter le stress. Ça, c'est J'ai oublié de le dire ça dans les stress qui se passe. préliminaires aussi. C'est clair que Absolument. je ne me... et quelque part aussi, je peux même avoir de l'empathie pour les couples commanditaires, hein. Les gens sont tellement désespérés de pouvoir avoir un enfant parce que les lois sont tellement mal faites. Hein, vous savez qu'on pleure pour avoir des familles d'accueil, mais qu'on ne les obtient pas et que quand être famille d'accueil, c'est abominablement compliqué. Enfin, je veux dire que la société est mal organisée autour des soins à apporter aux enfants, des enfants qui ont besoin de parents au sens large du terme, il y en a plein, quoi. Donc, et des parents, des gens qui ont envie d'avoir des relations parentales avec des enfants, il y en a plein aussi, et on n'arrive pas à joindre ces deux choses. Mais voilà. Mais, Alors, je crois que pour ce qui nous concerne à la SIAMS, on voit si on est tout à fait, bien évidemment, pour soutenir, y compris les relations de parrainage, par exemple, ou parrainage, marrainage, qui sont ouais, très importantes et peuvent être très soutenantes pour les enfants. On a aussi une connaissance assez, on va dire, poussée du marché et du fait que de nombreux clients et clientes, des personnes qui ont pu avoir des enfants, souhaitent avoir des enfants par GPA aussi dans le but de pouvoir les configurer à leur façon. Donc ce n'est pas seulement la question de je souhaite avoir un enfant, mais c'est surtout je souhaite avoir un enfant auquel je sois lié génétiquement effectivement, oui, oui, bien et sûr. aussi qui puisse être configuré. On voit très régulièrement des témoignages de personnes qui disent aller dans d'autres pays pour pouvoir, par exemple, sélectionner le sexe de l'enfant, Mhm. pour pouvoir faire tel ou tel. Voilà. Donc, c'est plus que le fait de souhaiter s'occuper d'un enfant et avoir un Oui, bien bilan sûr, par bien enfant. sûr. Mais bon, c'est quand même, c'est pour ceux-là que j'ai éventuellement de l'empathie et de la compassion. Ça n'est pas évidemment pour ceux qui sont. Donc, je me disais toujours que s'il fallait de la génétique pour aimer les autres, ben alors comment on ferait avec nos compagnons ou nos compagnes, enfin, qui ne sont normalement. On n'aurait plus que de l'inceste et de la consanguinité dans nos sociétés. Donc, on est quand même capable d'aimer des gens qui ne nous sont pas apparentés génétiquement. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. Voilà. Euh, Ah, je voulais encore rajouter une S'il vous chose, plaît. parce que je vois votre livre, Le ventre à louer, c'est de quand même réaliser que physiologiquement, quand une femme est enceinte, je pense qu'il n'y a pas un organe qui n'est pas impacté par cette grossesse, par l'hormonologie de cette grossesse. Tout, nos yeux, nos oreilles, notre cerveau, notre cœur, nos poumons, nos muscles, nos ligaments, nos articulations, notre foie, notre vessie, nos reins, tout change, tout change. Donc c'est vraiment dire qu'on loue juste notre ventre, ça c'est un-
C'est Ça vraiment très existe. important de le dire. Si c'est vous qui le dites, Oui. Patricia Barlow, c'est vraiment extrêmement Oui. important Il n'y a parce pas, que c'est ce qu'on entend il y a souvent pas un organe qui n'est pas modifié. en grossesse. Oui, oui. Dans la physiologie n'est pas modifié. Donc, en fait, c'est l'entièreté de la personne, de la femme qui devient mère, qui vit cette grossesse Ah, tout à fait. et Tous elle les ne peut organes ont notre fonction cardiaque change, notre fonction pulmonaire change. Donc, par exemple, si vous avez une maladie cardiaque, un problème de valve au niveau du cœur, ça peut se décompenser à l'occasion d'une grossesse. Donc, la grossesse a un impact sur tous nos organes. Nos reins ne fonctionnent plus de la même façon, tout change. donc on ne peut pas C'est dire assez fabuleux parce qu'il faut s'adapter à cette greffe hétérologue qui est à moitié, qui n'est pas nous. Et donc, il y a des modifications absolument extraordinaires dans notre corps pendant une grossesse. C'est fabuleux, hein, c'est presque un miracle qu'on arrive à faire un bébé. absolument, absolument. Est-ce que ces modifications perdurent après l'accouchement? Est-ce que ça laisse des traces? Est-ce que c'est au moment de l'accouchement, après l'accouchement? Bon, c'est voilà, une fois que le nouvel être est sorti du corps de la mère. Non, dans la plupart des cas, la plupart des fonctions vont retourner à leur état précédent. Mais évidemment, il y a des séquelles. Hein. Je veux dire, si vous avez des varices, une partie des varices vont rester après. Enfin, je veux dire, il y a des choses qui sont... Mais ça, c'est pas de la physiologie. Mais normalement, votre fonction cardiaque, votre fonction respiratoire, pour peu qu'on n'ait pas tombé dans de la maladie, ça va retourner à l'état d'avant. Notre cerveau, je ne sais pas, hein, parce que voilà, ça c'est... Il y a des recherches en cours sur le cerveau maternel. Oui, bien sûr. Et alors, c'est vrai aussi qu'il y a des échanges entre le fœtus et la mère qui sont non négligeables aussi. Hein. Donc, de dire que la mère, elle n'est que porteuse, en fait, elle donne quand même aussi, au niveau de l'épigénétique, elle a une influence même sur le génome du fœtus. Ah, ça aussi, on le sait maintenant. Donc, comment est-ce qu'en pratique, on va faire pour la contrôler, pour être sûr qu'elle mange des bons fruits et légumes et non pas des durum? Je ne sais pas. Mais moi, en tout cas, je ne ferai pas ça. Ce ne sera pas mon job de m'occuper de ce genre de patients. Très Voilà. bien, merci. Je vois qu'il y a une autre question. Une amie est devenue diabétique après son accouchement, Ah nous oui, dit Catherine. Voilà, donc absolument. Et de l'hypertension aussi. Donc, par exemple, c'est tout à fait vrai. Donc, comme je disais, ça, c'est les modifications physiologiques vont revenir à la normale, mais parfois, ça dérive vers de la pathologie, comme par exemple la prééclampsie. Quand vous faites une prééclampsie sévère, vous avez 8 fois plus de risques d'avoir des maladies cardiovasculaires après dans votre vie. Et effectivement, le diabète gestationnel, en tout cas, c'est un facteur de prédisposition. Ça montre en tout cas un facteur de prédisposition par rapport au diabète futur. Voilà. très bien. Merci, Ouais. merci beaucoup Patricia. Je pense qu'on a pris les questions et les commentaires qui vous étaient adressés et je Je vous remercie les remercie. personnes qui étaient en ligne. Merci à vous encore une fois